du mois de février. C'est la deuxième depuis le début de l'année. Donc j'ai le plaisir de vous présenter M. Bernheim, que j'ai eu l'occasion d'entendre lors d'une conférence qu'il avait faite concernant les abeilles. J'avais beaucoup aimé l'approche qu'il en avait faite, c'était ludique, c'était pas rasant. Et quand je lui ai proposé de venir à leur champ, il m'a dit si vous voulez, on vous pourrait parler du frelon asiatique. Décidément, on entend beaucoup parler d'eux en ce moment. Parce qu'il y a quand même de gros ravages, il y a de gros problèmes, ça n'est pas endigué, donc il va nous en parler avec toute la connaissance qu'il peut en avoir, il va nous expliquer son parcours, et puis s'il le faut, Marc, qui est aussi présent, pourra apporter des éléments, puisque lui aussi est dans les petites bêtes qui ont des petites ailes et qui volent, qui ne sont pas toujours gentilles. Les abeilles c'est bien, le frelon c'est moins bien, donc je vais laisser Gérard le présenter. Je voulais vous dire qu'à la fin de cette conférence, il y a un pot amical qui vous est offert, donc ne vous sauvez pas, vous pourrez discuter ensuite avec M. Bernet. Vous rappelez que la dernière conférence aura lieu le 24 mars, ici même, concernant l'addiction au sport. On a choisi le sport parce qu'on a beaucoup de sportifs dans le village. Et puis que nous aurons notre foire aux plantes le dimanche 5 avril avec un marché gourmand. Voilà. Et bien écoutez, je laisse la parole à Gérard, je vais lui laisser le micro, et puis si vous avez des questions à poser, parfois les gens parlent doucement à tatiner sur leur siège, vous pouvez parler dans le micro, ça permet aux gens qui sont dans l'assistance d'écouter vos questions. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Gérard Bernheim, donc je suis apiculteur depuis bientôt 40 ans. C'est de la faute de ma femme qui est là, parce que mon beau-père était agriculteur et il avait des ruches. Et bien qu'elle soit la 8e de sa famille, il n'y avait pas un enfant qui voulait reprendre les ruches. Alors il a collé 2 ruches à mon fils, qui les a mis dans mon jardin. J'étais furieux, je lui ai dit, je vous préviens, si je me fais piquer, je fous une bombe insecticide là-dedans, il n'y aura plus d'abeilles. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mon fils est parti faire aussitôt ses études dans le Nord. Qui disait qu'il s'est retrouvé avec les ruches. Ben voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, nous est arrivé cette sale bestiole dont je vais vous parler. Donc, par ailleurs, je suis secrétaire du groupement de défense sanitaire apicole. La santé des abeilles, on s'en occupe. Et président de la fédération apicole donc de Seine-et-Marne. Voilà. Je vais vous parler du frelon asiatique. Vous m'arrêtez quand vous voulez, vous posez les questions que vous voulez quand vous voulez, ça n'a aucune importance. S'il y en a dans la salle qui ont des connaissances, n'hésitez pas à dire, je ne prétends pas détenir toute la vérité. D'ailleurs, la vérité n'est pas encore vraiment établie sur le frelon asiatique, il y a beaucoup de choses encore qui nous échappent. Je vous signale, avant de commencer, Éric Darouzet, qui est un scientifique qui travaille au CNRS, a sorti un livre sur le frelon asiatique. Ce livre, si des gens parmi vous veulent aller plus loin, ce livre est excellent. Éric Darouzet est en train de travailler sur la synthétisation des phéromones du frelon. C'est-à-dire, si on arrivait effectivement à synthétiser complètement les phéromones du frelon, on pourrait faire des pièges qui seraient totalement sélectifs et qui ne prendraient que du frelon asiatique. Vous voyez l'intérêt de la chose. Voilà. Donc, Éric Darouzet, vous le trouverez sur Internet, il n'y a pas de souci, vous pouvez le regarder, il est là. J'ai eu le plaisir de lire le livre quand il l'a sorti. Je suis à 80% en phase avec ce que dit Éric Darouzet, mais il en dit beaucoup plus que ce que j'en connais. Hein. Voilà. Donc, je voulais vous faire accueillir par cette face sympathique du frelon asiatique. Vous voyez qu'il a des mandibules ici qui sont un véritable étau. C'est avec ces mandibules-là qu'il est capable d'attraper une abeille, de couper la tête, de couper l'abdomen et de broyer complètement le thorax qui est plein de protéines et qui l'intéresse pour lui ou pour sa progéniture. On va quitter la seule face. Voilà l'autre vision que l'on peut avoir qui est fréquente du frelon asiatique.
Je vais vous le redécrire encore après, donc je ne m'étale pas sur cette diapo-là. Faut pas qu'il me joue ça. Voilà. Voilà ce que je compte vous raconter. Donc, pourquoi l'intervention des apiculteurs sur le problème du frelon asiatique, d'où ça vient, ce frelon asiatique, comment c'est arrivé, comment on reconnaît un frelon asiatique, quel est son habitat, le cycle de développement de la colonie, très important à connaître si on veut pouvoir intervenir effectivement. Les risques liés au frelon, on raconte beaucoup de choses, c'est dangereux, c'est pas dangereux, il y a des analyses assez différentes. Les risques liés au frelon asiatique, la technique de piégeage du frelon, que faire en cas de suspicion de présence, destruction des nids, préparer l'avenir, et on dira quelques mots de la législation en vigueur sur le frelon asiatique. Alors pourquoi l'intervention des apiculteurs? Évidemment, c'est un danger pour l'abeille, puisque je vous ai expliqué qu'il est capable en quelques secondes de couper en trois une abeille et de l'écraser pour l'emmener à son nid. Pourquoi les apiculteurs s'en occupent? Parce que la classification des nuisibles, il y a les nuisibles de première catégorie et les nuisibles de seconde catégorie. Si c'est un nuisible de première catégorie, c'est l'État qui est en charge du suivi de la bestiole ou du nuisible, parce que ça peut être aussi des végétaux. Hein. Si c'est classé en seconde catégorie, eh bien, c'est du domaine du privé. Et donc, il est classé en deuxième catégorie pour les abeilles. Voilà. Donc, l'affaire des apiculteurs. Donc il n'est pas à la charge de l'État, donc l'État n'intervient pas. On le verra, les pompiers n'interviennent pas sur le traitement des nids de frelons asiatiques. Ils pourraient très bien le faire. S'ils devaient le faire, ils le sauraient faire. Mais comme ce n'est pas leur boulot et qu'on leur a dit que ce n'était pas leur boulot, du coup ils ne savent pas. Et quand par malheur ils doivent intervenir, c'est pas bon. Enfin, ils n'interviennent pas de la bonne manière. Si demain on leur dit vous allez faire, ils vont savoir faire très vite, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le cas. Les organisations sanitaires apicoles régionales et départementales se sont donc organisées pour pouvoir lutter contre le frelon asiatique. Il y a eu un décret qui est sorti en avril 2017. Alors c'est un décret qui avait été signé de Ségolène Royal, c'est un des derniers actes qu'elle a fait en tant que ministre de l'Environnement. Ce décret a créé beaucoup d'illusions, parce qu'en fait, elle disait au préfet, vous devez faire en sorte que les nids de frelons asiatiques soient éradiqués. Mais elle n'a jamais dit à vos frais. C'est-à-dire que le préfet peut vous dire, monsieur, vous avez un nid de frelons dans votre jardin, je vous prie de l'enlever. Voilà. Et c'est vous qui payez. Hein? Donc, c'est absolument pas une prise en charge. Par contre, vous pouvez savoir que si vous avez affaire, par exemple, à un voisin récalcitrant qui est en train d'inonder le secteur avec des frelons asiatiques et qui ne veut pas enlever le nid, on peut saisir le préfet. Le problème, c'est que ça va être un petit peu longuet, parce qu'il va saisir le préfet, qui va saisir le directeur de la DDPP, qui va demander à la personne concernée par le domaine de réunir la commission ad hoc, qui va prendre une décision pour envoyer quelqu'un voir si effectivement il y a un nid de frelons asiatique. Il revient, il dit oui, il y a un nid de frelons asiatique, et donc on va mobiliser à ce moment-là les moyens pour le faire éradiquer. En 2 mois, le nid il est déjà mort, c'est pas la peine. Donc ça ne marche pas. Hein? Mais malgré tout, c'est une obligation, ça souligne bien qu'il s'agit d'une obligation. Alors pourquoi c'est un danger? Pour les abeilles, le frelon mange les abeilles. Ceci étant, dans une ruche, vous avez une idée du nombre d'abeilles dans les ruches? 60 000, c'est ça. Entre 30 et 60 000 abeilles. Le frelon qui vient devant la ruche, il va prendre une abeille, puis une abeille, puis une abeille. Bon,
s'il prélève un millier d'abeilles, ça ne change pas la vie de la colonie. C'est donc pas le fait qu'il mange une abeille qui détruit la colonie. Mais par contre, comme il vient se mettre en vol stationnaire devant la ruche, en général le dos à la ruche parce qu'il guette l'abeille qui va rentrer. Et quand l'abeille arrive, il l'attrape en vol et il part avec. Donc les abeilles ne savent pas se défendre. Elles se rendent compte qu'il y a un danger devant elles, ça les agace et on voit les abeilles qui viennent sur la planche d'envol de la ruche, qui se regroupent, qui se tendent. Ça crée un stress dans la ruche. Ce stress se communique à la reine et la reine bloque la ponte. Et ça, c'est beaucoup plus redoutable que le fait qu'il mange des abeilles. Parce que quand ça bloque la ponte au mois de septembre-octobre, c'est l'époque où la reine pond les œufs qui vont faire les abeilles, qui vont passer tout l'hiver, et une ruche qui a une colonie forte va traverser l'hiver. Si elle a une colonie faible, elle va mourir en hiver. Donc si ça bloque la ponte de la reine, on aura des colonies faibles qui vont aborder l'hiver et qui ne passeront pas. Voilà. C'est surtout ça le danger. Pour l'homme, alors, si vous voyez un frelon ici, il n'est absolument pas agressif. Vous pouvez le chasser, il ne va pas vous piquer, et éventuellement, même si par hasard il piquait, il vous met pas la dose. Il va faire une petite piqûre et il ne vous met pas la dose. Éric Darouzet a analysé que selon les situations dans lesquelles le frelon se trouve, la qualité du venin est différente. Il a analysé le venin et donc il sait quand il faut mettre la dose et il sait quand c'est pas la peine de se casser la tête. Donc, par contre, j'ai un point de désaccord absolu avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'Éric Darouzet dit la même chose. Le Muséum d'histoire naturelle dit « Mais vous inquiétez donc pas, le frelon, il n'est pas dangereux. S'il vous pique, ça ne fait pas plus mal qu'une piqûre d'abeille. Hein » c'est vrai, j'ai été piqué une fois. Sur le moment, ça ne fait pas plus mal qu'une piqûre d'abeille. J'ai été piqué au doigt. Ça ne fait pas plus mal. Par contre, quand une abeille me pique, j'ai pourtant l'habitude d'être piqué, hein, je reconnais que la piqûre est douloureuse au moment de la piqûre. Une demi-heure après, la piqûre d'abeille, on n'y pense plus, c'est fini, ça gratte, ça démange, mais c'est terminé. La piqûre de frelon, ça vous lance, la douleur, elle dure 24 heures. C'est-à-dire vous passez une nuit blanche entre les deux, hein, et ça vous chatouille sérieusement. Et j'ai vu quand même un certain nombre de personnes partir aux urgences. Le Muséum d'histoire naturelle, quand il dit « ça n'est pas dangereux », c'est que le Muséum d'histoire naturelle, dans sa tête, pense que le frelon asiatique est là. Il fait partie de notre biodiversité, que ça nous fasse plaisir ou que ça ne nous fasse pas plaisir. Donc, il faut lui faire sa place. Il ne faut pas s'en occuper. Petit à petit, il y a des prédateurs qui vont se déclarer, ça va se réguler tout seul. Voilà, c'est ça la position du Muséum d'histoire naturelle. Donc, il tente de faire croire que de toutes les façons, il ne faut pas se mobiliser contre, il faut laisser faire les choses. À 20 ans, le Muséum d'histoire naturelle a raison. Mais dans l'immédiat, tous les dégâts qu'il va causer, le Muséum d'histoire naturelle, par son attitude, n'en rend pas compte. Éric Darouzet a analysé le venin de frelon et il dit le venin de frelon peut créer une situation d'un petit AVC. C'est-à-dire, ça peut aller jusque-là. Et quand on sait ce que c'est qu'un AVC, il n'y a pas de petit AVC. C'est un AVC qui ne va pas déclencher une manifestation importante, mais ça peut faire ça. Et il est absolument pas agressif quand vous le voyez dans la nature, mais dès l'instant que vous approchez du nid, là, il est tout simplement virulent. Voilà. Et je vous le redirai encore tout à l'heure, n'approchez jamais un nid de frelon asiatique. Vous pouvez approcher un nid de frelon européen, vous vous en sortirez très bien. Même s'il vous pique, ça fait aussi mal que le frelon asiatique, mais vous vous en sortirez. Mais un nid de frelon asiatique, ne l'approchez pas. Vous pouvez préciser c'est quoi approcher la distance? 5 mètres. 5 mètres, d'accord. À 5 mètres, ça commence.
voyez, vous avez un nid de frelons européen chez vous. 2 mètres, on peut l'approcher. Vous pouvez l'approcher à 2 mètres, vous attendez la nuit, vous prenez une bombe insecticide, vous envoyez de l'insecticide dans le nid, tout le monde est mort. Et vous n'aurez pas vu un frelon. Vous vous dites, ben, ça marche pour le frelon européen, je vais tenter le coup sur un nid de frelon asiatique. Le simple fait que vous approchiez du nid, tout d'un coup, le nid devient noir. C'est-à-dire les frelons, ils sortent. Et ils se mettent sur le nid. Vous les voyez tous sortir sur le nid. Vous n'aurez pas le temps de mettre la bombe insecticide, vous serez décoré tout de suite. Voilà. Donc, pas d'intervention, sans équipement ad hoc. Vous allez voir, l'équipement, bon, c'est quand même sérieux, quoi. Alors voilà, ce charmant frelon asiatique en train de couper une abeille. Vous voyez, il est en train de détacher l'abdomen de l'abeille. Donc l'origine, pourquoi, comment il est arrivé? Alors on raconte qu'il est arrivé dans des poteries qui venaient de Chine. Il y en a même qui ont dit, ben, il y a eu un arrivage d'un couple de frelons ou d'une mère fondatrice fécondée qui est arrivée dans une poterie de Chine. Donc tous les frelons qu'on voit sont enfants de cette mère fondatrice qui est arrivée en 2004 de Chine. Donc ils sont tous consanguins, donc la population des frelons asiatiques à terme elle est foutue et ils vont disparaître d'eux-mêmes. Ce à quoi je me permets de répondre que nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Donc on est tous foutus aussi. Alors il est arrivé sans doute dans des poteries de Chine des frelons asiatiques, mais peut-être qu'il n'en est pas arrivé qu'une seule fois. Peut-être qu'il en est arrivé plusieurs fois et que ça s'est répandu assez vite. Alors la première, c'est dans le Lot-et-Garonne. Ça a été livré, les poteries sont arrivées à Bordeaux, et la première manifestation du frelon asiatique, ça a été dans le Lot-et-Garonne. Et là, le frelon, il a été très vite. Il est sorti, l'ambiance lui plaisait, il s'est développé très très vite. Et je vais vous faire défiler les années, chaque année, pour vous montrer la progression du frelon. Alors, une petite remarque. Vous voyez, dans la progression, le frelon asiatique se développe avec un front de développement, puis tout d'un coup, il y a une tâche plus loin, où ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que nous-mêmes, on transporte des poteries, on transporte des billes de bois, on transporte des choses dans lesquelles il y a des frelons. Et donc, lui, il se développe, mais nous, on l'aide aussi à se développer par les transports. Et vous voyez, il a même pris le tunnel sous la Manche. Hein? Brexit, il ne connaissait pas. Et il est à Majorque aux Baléares. Alors, après, bon, le développement... Il a pris le bateau, en fait. Oui. Il va très vite. Et, le Portugal est fortement impacté. Ça ne se développe pas très vite en Espagne, mais c'est parti quand même. Ça se développe en Italie. Là, la dernière année n'est pas montrée. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la France est totalement couverte. Donc, on est en plein dans la présence du frelon. Alors, en Seine-et-Marne, 2014, on n'a pas eu de nid. 2015, on a vu apparaître le frelon. Il y a dû y avoir une bonne dizaine de nids. 2016, 50 nids, c'est à peu près. Hein, c'est pas... 2017, 400 nids. 2018, 800 nids. C'est le type de progression. Alors 2019 a marqué une petite pause. Et je vous expliquerai pourquoi quand on va regarder tout à l'heure le cycle de développement de la colonie. C'est-à-dire que 2019, on a fait moins de nids qu'en 2018. C'est les intempéries, entre autres. Donc le groupement de défense sanitaire apicole, en 2018, on a éradiqué 250 nids. Les désinsectiseurs, 350, 550 en gros, et il y a eu environ 150 nids qui n'ont pas été traités. C'est ces nids-là qui nous posent le plus de problèmes. Tout ça, c'est des estimations, hein, mais je suis sûr de ne pas être loin de la vérité. Alors, comment reconnaître le frelon asiatique? Quand vous le voyez passer, vous voyez du noir. Il a un vol. Moi, je suis pourtant dur hein, de l'oreille. Je reconnais le vol du frelon asiatique. Quand je l'entends,
je n'ai pas besoin de le voir, je sais que c'est un frelon asiatique. Il est caractéristique. Il est noir, il s'appelle Vespa velutina nigrithorax. Donc le thorax noir, il est vraiment noir. Et quand vous le voyez passer, vous voyez beaucoup de noir. Vous voyez un petit liseré orange sur le haut de l'abdomen et le bout de l'abdomen complètement orange. Il a la face orange, mais la face, vous ne la voyez pas tellement quand il est en vol. Par contre, vous pouvez distinguer les pattes jaunes. Les pattes jaunes, c'est très caractéristique du frelon asiatique. Il y a peu d'hyménoptères en France qui ont les pattes jaunes. Donc, certains disent Vespa velutina, frelon à pattes jaunes. Voilà quelques vues du frelon asiatique. Quand vous le voyez, mais c'est rarement la vue qu'on a, sur le dessous, ça ressemble plus à l'abdomen de la guêpe, c'est-à-dire noir et jaune. Mais c'est en général pas la vision qu'on a. C'est plutôt cette vision-là que l'on a quand on voit le frelon asiatique. Alors là, vous voyez le frelon asiatique en vol stationnaire, devant la ruche, et les abeilles qui sont tendues sur la planche d'envol et qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Quand un frelon européen attaque une ruche, parce que le frelon européen attaque la ruche aussi, le frelon européen, il vient, il se pose sur la planche d'envol et il attrape une abeille. S'il ne fait pas très très vite, et comme c'est un gros balourd, en général, il n'est pas très rapide, les abeilles viennent faire ce qu'on appelle la boule par-dessus, elles sautent sur le frelon, elles se mettent à une cinquantaine d'abeilles d'un coup et elles chauffent. Elles font monter la température à 45 degrés, le frelon il meurt. Elles, ça va encore. Voilà. Donc elles savent tuer un frelon européen. Elles ne savent pas tuer le frelon asiatique parce qu'il est en vol et elles ne savent pas l'attraper. Les abeilles chinoises, elles arrivent à vivre. Il y a le frelon asiatique là-bas et elles arrivent à vivre. Elles sortent en masse et elles entourent le frelon asiatique en vol. Et après, elles font la même chose que nos abeilles sur le frelon européen. Mais nos abeilles ne savent pas faire ça. Alors, heureusement, on s'aperçoit d'année en année que le frelon asiatique, parce qu'il attend trop longtemps ou ça ne va pas, il vient chercher les abeilles sur la planche d'envol. À ce moment-là, les abeilles savent se défendre. Voilà. Mais le stress, il vient du fait, elles savent le danger qui est là, elles se rendent compte de ce danger-là et elles ne peuvent rien faire. Alors, vue tout à fait caractéristique du frelon asiatique, voilà le nid, la forme du nid, on va y revenir après. Ça, c'est un nid qu'on appelle secondaire, donc qui se retrouve très fréquemment en haut des arbres. Malheureusement, on le voit quand les feuilles sont tombées. Quand les feuilles sont là, c'est difficile à voir. Caractéristique aussi du nid de frelon asiatique, l'ouverture est en général sur le haut du nid, à peu près 2/3 de hauteur et sur le côté. Alors que le nid de frelon européen, vous allez trouver l'ouverture sur le fond, en bas. Voilà. Il construit son nid sur des branches, vous voyez, c'est des branches entremêlées, donc ça tient la position du nid, mais des fois, selon la manière à laquelle il a construit son nid, ça peut être sur des branches de 2 arbres différents, ou deux branches différentes de l'arbre. Un coup de vent peut dissocier la solidité du nid et le nid tombe. Il vaut mieux pas être à côté du nid quand il tombe. C'est construit à base de quoi, le nid? Cellulose. C'est-à-dire Alors, c'est... sur des arbres, en général, ils grattent l'écorce, Ouais. ils prennent en fait avec les mandibules la celluleuse en question, ils la mastiquent, ils la prédigèrent, ils la ramènent au nid et ça leur fait une espèce de ciment, d'enduit avec lequel ils vont faire une espèce de papier mâché et voilà, c'est des couches et des couches. C'est ça. Alors, ils mettent combien de temps à construire ça? ça va vite. Je vais vous dire une bêtise si je vous dis le... Mais on voit tout d'un coup le nid embryon, puis tout d'un coup on voit le nid primaire, dans les 8 jours c'est fait, et ça va très vite. C'est magnifique comme travail. Le nid est très joli. Et d'autant plus joli, le frelon va chercher la cellulose, il va chercher la cellulose sur des arbres différents.
Et donc la couleur de la cellulose sera sensiblement différente, ce qui fait que ça fait une espèce de construction avec plein de nuances de couleurs dessus. C'est un travail splendide. Le nid peut faire entre le haut et le bas près d'1 mètre de haut et près de 80 cm de large. Ça, c'est les gros nids. Et le nid européen, du frelon européen, quelle taille il fait? En général, plus petit. Beaucoup plus petit? En général, oui. C'est lourd en poids? Ah ben oui, parce que, si vous voulez, l'enveloppe externe, c'est de la cellulose, c'est du carton, c'est du papier, quoi. C'est du papier, mais construit, vous savez, en structure, un peu comme le nid d'abeille. Donc ça a une certaine résistance quand même, mais vous enfoncez le doigt dedans sans aucun problème. Par contre, à l'intérieur, c'est des plateaux de couvain, et eux, les plateaux de couvain sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus durs, et ils sont pleins de couvain, c'est-à-dire c'est des masses gluantes de larves qui sont là à l'intérieur, donc elles sont lourdes. Mais ça peut se confondre avec un nid de frelon européen ou c'est différent? Pardon? Ça peut se confondre avec un nid de frelon européen ou c'est différent? Peu, très peu. Alors ça dépend des endroits où il se trouve. En général, le frelon asiatique, dans cette position-là, dans un arbre, vous ne trouverez jamais un nid de frelon européen comme ça. Jamais. Mais par contre, il peut se trouver sous une toiture. Et sous la toiture, c'est la même chose que le frelon européen. Le frelon européen, il va nicher plus bas. Et puis souvent, s'il trouve un abri, une infractuosité existante, il va la coloniser. Le frelon asiatique, il va exclusivement faire son nid secondaire en hauteur dans les arbres. Et comme Gérard l'expliquait, malheureusement, c'est la saison d'été, donc on ne le voit pas avant l'automne. En fait, quand on le voit, c'est déjà trop tard. Et pourquoi vous dites le nid secondaire? Parce qu'on va le voir. Vous allez voir ça. Dans le cycle de développement, en fait, la reine va commencer par faire un premier nid. Ils vont en faire un deuxième, et ça, c'est en fait le troisième par ordre chronologique, c'est-à-dire le dernier de la série. Mais c'est le plus gros, c'est là où il y a la masse de population. Tout à l'heure, vous avez dit 150 nids non détruits. Pourquoi? Pardon? Tout à l'heure, vous avez dit 150 nids détruits. Non détruits, pourquoi? Parce qu'on ne les a pas trouvés. Parce qu'ils sont apparus Ils ont été là, quand vous arrivez, là on est en automne, hein. Quand vous voyez le nid comme ça, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a une conséquence lourde. Ça ne sert plus à rien de le détruire. Alors, il y a des gens qui nous disent j'ai un nid de frelon, il faut me l'enlever. Je dis mais ça ne sert à rien. Si vous voulez dépenser de l'argent, allez-y. Mais ça ne sert à rien. Oui, il ne sera pas réoccupé. Jamais. Alors voilà, donc c'est une espèce diurne. La nuit, tous les frelons sont dedans. Hein, ils ne continuent pas à se promener pendant la nuit. Par contre, je vous l'ai dit, vous vous approchez, ne vous inquiétez pas, ils sont là. Hein, et ils vont vous montrer qu'ils sont là. En général, donc presque toujours, cette ouverture latérale, on la voit relativement bien. Voilà la comparaison du frelon asiatique et du frelon européen. Donc, entre nous soit dit d'ailleurs, on dit frelon européen. C'est faux, parce qu'il vient aussi d'Asie. Il y a seulement une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus longtemps qu'il est là, c'est tout. Mais il vient d'Asie aussi. Et il y en a encore un autre qu'on pourrait voir arriver. C'est le frelon mandarina. Alors celui-là, je crois qu'il est beaucoup plus grand que le frelon asiatique, beaucoup plus gros. Quand il vous pique, ça nécrose la peau, quoi. Donc voilà. Donc on n'a pas le pire. Hein. Ça, c'est pour vous donner le moral. Alors, le frelon européen est plus grand que le frelon asiatique. Quand vous voyez le frelon européen, vous voyez beaucoup de marron. C'est très... Quand il vole comme ça, vous voyez du marron qui se déplace. Alors que quand vous voyez le frelon asiatique, vous voyez du noir. C'est très... On reconnaît très très bien. Il a l'abdomen un peu comme les guêpes, hein, noir et jaune, alors que le frelon asiatique, c'est beaucoup plus noir, c'est simplement un liseré ici et le bout de l'abdomen orange. Voilà. Donc, alors, comment on reconnaît un frelon asiatique
une ouvrière ou une reine ou un mâle. Voilà, ça c'est très compliqué. Alors, il y en a qui sont champions pour reconnaître. Moi, je veux bien, j'ai toujours des doutes. On peut reconnaître la reine de l'ouvrière par l'écartement des ailes. C'est tout. C'est-à-dire la distance entre les ailes ici. Elle est plus grande chez la reine que chez l'ouvrière. Alors, au Muséum d'histoire naturelle, quand ils veulent être sûrs pour reconnaître d'une ouvrière, ils la pèsent. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en vol, vous ne pouvez pas le reconnaître. Hein, c'est quasiment pas possible. Vous voyez un frelon asiatique plus gros que les autres, vous dites, oh, bah, ça c'est la reine. Non, pas forcément, il y a des ouvrières très grosses. Et il y a des ouvrières plus petites, ça progresse assez vite. Quant au mâle, c'est plus facile à reconnaître, parce que là, vous voyez l'aiguillon, c'est lui qui nous attaque, là, et il est visible quand on voit le frelon. Le mâle, il n'a pas d'aiguillon. Donc ça, c'est possible à reconnaître. Le mâle ou la femelle? Le mâle. Le mâle n'a pas d'aiguillon. Non, il ne pique pas. Hein. Comme le bourdon de l'abeille. Hein. C'est la femelle qui pique. La femelle. C'est l'ouvrière qui pique. Ah oui. Alors, la mère fondatrice peut piquer aussi. Mais... Alors, on va rentrer dans le cycle de développement de la colonie. Nous sommes au mois de février. Il y a, sur un gros nid, comme je vous ai montré tout à l'heure, 1 mètre sur 80 cm, jusqu'à 400 mères fondatrices, qui sont apparues au mois de septembre-octobre, qui ont été fécondées, et qui progressivement, à partir du début octobre, fin septembre, début octobre, commencent à quitter le nid et s'en vont. Elles peuvent partir jusqu'à 10 km du nid. Mais la majeure partie vont se retrouver autour du nid. Et elles vont s'enterrer et passer l'hiver comme ça. Et elles ressortent, et le reste de la colonie disparaît. Il n'y a plus un frelon. En ce moment, il n'y a plus d'ouvrières frelons. Il n'y en a pas. Si vous voyez un frelon aujourd'hui, c'est une mère fondatrice. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Elles ressortent et elles vont faire tout de suite un nid, comme ça. C'est tout petit, là. La photo est grosse. C'est la dimension d'une balle de ping-pong. Hein. Entre la balle de ping-pong et la balle de tennis, pas plus. Et à l'intérieur du nid, vous voyez les alvéoles ici. Donc elle va pondre une quinzaine d'œufs à peu près. Et tant que ces 15 œufs n'auront pas donné 15 ouvrières, la mère est toute seule et elle doit alimenter, construire le nid, alimenter ses larves. Donc elle a un travail énorme, ce qui fait que quelquefois il arrive qu'une mère fondatrice moins courageuse que la première, elle voit un nid, elle chasse celle qui a fait le nid et qui est complètement épuisée, et elle s'installe dans le nid et elle continue son travail. Ce qui fait qu'il y a une élimination des mères fondatrices par elles-mêmes. Elles se battent entre elles au pointant. C'est à peine vérifié, ça, ce que je vous dis là. Ça n'a rien de scientifique, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Et pourtant, le Muséum d'histoire naturelle dit que 50% des fondatrices sont éliminées par les autres fondatrices. Personne ne peut garantir ça. C'est vraisemblable qu'elles se battent, parce qu'on les voit des fois se battre, qu'elles en éliminent 50%, moi j'y mets pas ma main au feu, je peux vous le garantir. Par contre, l'hiver peut détruire un certain nombre de femelles fondatrices. Elles se sont enterrées, elles se sont gavées pour être bien nourries et pour passer l'hiver, puis ça ne peut pas faire la jointure. Et à ce moment-là, la mère fondatrice va mourir. Elle ne ressortira pas. Bon, l'hiver a tendance à en éliminer sensiblement la moitié. Donc sur 400 mères fondatrices, on en aura à peu près 200 à la sortie de l'hiver. Faire un nid comme ça, c'est un travail énorme pour un animal qui s'est mis en hibernation, qui est un peu à bout de ressources, qui n'a pas beaucoup de ressources dans l'environnement. Donc c'est un effort énorme et bien souvent elles ont du mal à le faire, elles n'y arrivent pas. Donc ce qu'on peut dire avec quasi-certitude, c'est qu'un nid qui aura produit 400 fondatrices va produire 50, 60 fondatrices qui vont arriver à leur fin.
Mais ça fait quand même 50 fondatrices quand même. C'est-à-dire potentiellement 50 nids. Hein? Voilà. Donc, première étape, vous voyez la construction du nid. Et alors, avec vos yeux qui sont parfaitement avisés maintenant, qui savent parfaitement reconnaître un frelon asiatique d'un frelon européen, vous vous apercevez que ce n'est pas un frelon asiatique, c'est un frelon européen qui construit ce nid. Ouais. Mais la technique est exactement la même, la fabrication est exactement la même. Alors, vous allez retrouver cette petite bille-là sur une charpente, sous une porte, sous une table, sur n'importe quoi, presque tout le temps, près des maisons. Le frelon est un animal urbain, avant tout. Voilà, durant mars-avril, seule la mère fondatrice existe. C'est l'intérêt que l'on va voir au piégeage tout à l'heure, parce que si vous piégez un frelon en ce moment, c'est une mère fondatrice. Et si le nid est fait, les larves pondues, elles ne se développeront pas si la fondatrice est prise. Une fondatrice dans un piège, c'est un nid en moins. Lorsque la saison avance, mai-juin, le nid peut abriter quelques dizaines d'individus. Là, à ce moment-là, commence le danger. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles ouvrières, ce n'est pas dangereux. Vous voyez un nid, ce qu'on appelle le nid embryon, le petit nid de la taille d'une balle de tennis. Vous pouvez prendre une planche, taper dessus, l'écraser. Vous ne serez certainement pas agressé. D'ailleurs, si la mère fondatrice vous voit arriver, on la voit mettre la tête dans le trou. Et si vous vous approchez encore plus, elle se sauve. Donc vous enlevez le nid, c'est terminé. Mais c'est uniquement à ce stade-là. Dès l'instant que les 15 ouvrières sont nées, c'est terminé, il ne faut plus prendre de risques. Voilà. Donc dès l'instant, on aborde à ce moment-là le nid, ce qu'on appelle le nid primaire, donc qui ne ressemble plus du tout à ce petit nid tout blanc. Ça ressemble plutôt à un ballon. Alors on parle du ballon de hand, du ballon de basket, selon la dimension. Et vous voyez toujours, presque toujours, accroché à un mur, dans une haie. Et là, vous avez une centaine de frelons. Ça, à ce stade-là, c'est très dangereux. C'est le stade le plus dangereux pour nous, parce que quand il est dans les arbres, à très grande hauteur, vous ne pouvez pas l'approcher. Par définition, c'est difficile, à moins que vous ayez envie d'aller grimper dans l'arbre. Tandis que là, vous pouvez le trouver dans la haie, que vous commencez à tailler, vous arrivez à la hauteur du nid, boum, vous vous faites avoir. Sur le mur, si vous y touchez, alors on a des gens, méfiez-vous des endroits où vous n'allez pas souvent. Par exemple, les abris de jardin. Vous n'y allez pas régulièrement, le frelon a le temps de faire son nid, tout d'un coup vous y allez comme vous avez l'habitude d'y aller, et boum, vous vous retrouvez face à un nid et vous vous faites piquer. Voilà, donc vous voyez, alors j'en profite quand même pour vous faire observer la beauté de ce travail. Gérard, une petite question, c'est que le nid primaire est différent du nid embryon, ou c'est la suite logique Complètement différent. Complètement différent. Ça n'est pas le même nid. J'ai retrouvé, il y a des gens qui m'ont appelé dans un nichoir à mésanges. Eh bien, il y avait les deux. Le nid embryon et le nid primaire en dessous. Alors le nid primaire au début, il est gros comme les 2 points, et puis il va grossir. Tous les jours, il peut arriver à prendre 5 cm par jour. Il grossit très vite. Ça veut dire 15 jours après la naissance, elles sont capables de créer... Dès que les 15 frelons sont nés, elles entament le nid primaire. Et la reine reprend sa ponte. Avec l'aide de la reine qui repond dans le nid Absolument. primaire. Absolument. Mais dès que les 15 sont nés, ils refont le nid primaire et la reine s'occupe de la ponte et des larves, et c'est les abeilles. C'est les ouvrières qui font le reste. Ça le relève. Alors, dans les haies, c'est très dangereux dans les haies. On a retrouvé, je vous cite, alors c'est pour vous donner
vous montrer que c'est extrêmement divers. On a retrouvé dans un baby-foot, qui était sous un espèce de hangar. Vous prenez le baby-foot, vous commencez à jouer, boum, vous dérangez les frelons, vous y avez droit. Dans une boîte aux lettres, alors une boîte aux lettres d'une dame relativement âgée, donc il n'y avait pas du courrier tous les jours dans la boîte aux lettres, puis tout d'un coup le facteur s'est fait piquer. Donc là on m'a appelé, il y avait une quinzaine de frelons dedans, pas plus, mais n'empêche que c'était dangereux. Dans la véranda, d'un petit, tout petit, Ah oui. avec un frelon. Alors c'est un nid embryon là. Ah oui, Oui. Oui. il était gros comme un œuf. Ah oui, c'est ça. Ça c'est le nid embryon. Et la mère n'avait pas encore pondu parce que je l'écrasais. Voilà. Si vous lui cassez son nid, elle n'arrivera pas à le refaire. Donc ça vaut le coup de casser le nid. Oui, on a fermé toutes les fenêtres. Voilà. On a retrouvé dans un compteur à gaz. La personne ouvre son compteur à gaz pour aller vérifier sa consommation, je ne sais pas quoi. Il ouvre, boum. Sous une plaque d'égout, vous soulevez la plaque, le nid il est juste en dessous. Dans une tombe. Alors on m'a appelé au cimetière de Damary, le gardien du cimetière qui m'a appelé, il m'a dit il y a les frelons asiatiques qui sortent de la tombe là tout le temps. J'y suis allé. J'ai traité le nid sans ouvrir la tombe parce que c'était un peu dur, je ne suis pas du métier. Mais avec sa bonhomie et son humour à lui, il m'a dit c'est normal, c'est un charognard, le frelon. Voilà. Extrêmement rarement dans la terre. Quand vous avez des nids dans la terre, le plus souvent c'est des nids de guêpes. Ah oui. Les guêpes sont très volontiers dans la terre. J'ai pratiquement jamais vu de frelon européen dans la terre. Et là, vous voyez, c'est un nid de frelon asiatique. Vous voyez l'entrée du nid ici. J'ai dégagé la terre au-dessus. Et il y avait un beau nid qui était là, complètement dans la terre. Pourquoi il s'est développé là, j'en sais rien. Voilà. Donc au moins 20 personnes aux urgences. D'abord, on ne réagit pas tous pareil. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes capacités. C'est pas parce qu'on est apiculteur qu'on est mieux protégé. La réaction, quand vous êtes piqué par une abeille, si vous faites une réaction allergique, on appelle ça le choc anaphylactique. On sait ce que c'est la respiration qui est prise, vous enflez, la respiration qui est prise, et là vous avez intérêt tout de suite aux urgences. La piqûre du frelon asiatique ne produit pas le même effet. Alors, quelqu'un qui serait allergique pourrait peut-être faire un choc anaphylactique à la suite d'une piqûre de frelon. Je n'ai pas rencontré ça, mais ça peut arriver. Par contre, j'ai vu un gars qui a eu 19 piqûres de frelon, aucune réaction. Voilà. Donc on n'est pas tous fait pareil. Par contre, on en parlait avec Stéphane hier, les piqûres à la tête semblent être les plus dangereuses. Et c'est plusieurs fois, on a vu des personnes partir aux urgences avec une piqûre de frelon à la tête. J'ai été appelé cette année, enfin l'année dernière, par des voisins. Donc à côté de chez moi, j'avais retiré déjà un nid de frelon asiatique chez eux l'année d'avant. Et là, il ouvre une poubelle dans laquelle il mettait du foin, parce qu'il a une poule, il mettait du foin, donc il n'ouvrait pas ça tous les jours, mais là, il voulait prendre une poignée de foin pour sa poule, et le nid de frelon asiatique était sous le couvercle. Il ouvre ça, bon, une piqûre à la figure, ça l'a sonné, il est rentré chez lui, il dit à sa femme, je me suis fait piquer, il y a des frelons asiatiques, elle m'appelle tout de suite, j'étais pas loin, je suis arrivé très rapidement, et quand je suis arrivé, il était en train de partir dans les pommes. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont tout de suite observé. Je leur ai demandé, eux ils sont venus me demander, c'est bien un nid de frelon asiatique? J'ai dit oui, pas de problème. Et eux ils observaient le gars, je dis c'est un choc anaphylactique? Ils disent non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement une chute du rythme cardiaque assez rapide, et c'est pour ça qu'il est parti dans les pommes. Ils l'ont emmené à l'hôpital. C'est quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème cardiaque et qui n'avait jamais eu de problème allergique. Voilà. Donc les piqûres à la tête sont généralement, c'est bien souvent les piqûres
probablement plus dangereuses. Stéphane pourrait vous raconter, il a été piqué lui-même à la tête. Voyez ce qui reste. Voilà. On a eu un gamin du côté de Saint-Augustin, à côté de Coulommiers, une piqûre à la tête aussi. On a vite appelé les pompiers, ils sont arrivés, ils ont dit à une demi-heure près, on perdait le gamin. Voilà. Donc il ne faut pas rigoler avec cet animal-là, quoi. J'espérais qu'on pourrait avoir des idées là-dessus en demandant aux urgences, mais aux urgences, ils n'ont pas le temps. Ils savent qu'il y a des piqûres d'hyménoptères, mais ils ne vont pas enregistrer, c'est une piqûre de frelon, c'est une piqûre d'abeille, c'est une piqûre de guêpe. J'ai un témoignage sur les piqûres de frelons. À l'hôpital de Sens, ils ont dénombré un nombre astronomique de piqûres de frelons et 0 piqûre de guêpe. Ah oui. Ce qui veut dire que les frelons, ils ont bouffé les guêpes là-bas. Ah oui. Alors, et ça, c'est l'année dernière. Là, nous, on a presque trouvé le frelon. Alors, le frelon, on vous l'a dit, nous, on est apiculteurs, on s'attaque au frelon parce que le frelon s'attaque à nos abeilles. Mais il ne s'attaque pas que aux abeilles. En 2017, ça commence à être un peu plus loin, mais il s'est passé une chose, c'est qu'au mois de mai-juin, on était envahi de guêpes. Il y avait des guêpes partout. Au mois de fin juillet, il n'y avait plus une guêpe. Alors que normalement, les guêpes vont jusqu'à l'automne. Eh bien, au mois de juillet, il n'y avait plus de guêpes. Les frelons ont bouloté tous les guêpiers. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas que aux abeilles. Hein. Alors, par définition, ils bouffent les autres insectes qui vont disparaître sans qu'on s'en aperçoive. Ben, c'est ça. Il y a un animal qui est éminemment sympathique et qui fait un travail extraordinaire, c'est le bourdon. Cette espèce de gros diesel, là, vous savez, il fait un bruit d'enfer, il est gros, il ne pique pas, il a un dard, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui a été piqué par un bourdon. Il vient se nicher près des habitations aussi. Bon, il n'est pas gênant. Si on ne s'en occupe pas, il ne vous gênera pas. Lui, il fait le régal des frelons aussi. Et le bourdon pourrait disparaître parce que personne le bourdon. Hein. Nous, on défend nos abeilles, je vais vous montrer comment on fait, mais le frelon, tout le monde s'en fout. Hein. Le bourdon. Or, c'est peut-être le meilleur pollinisateur. Les nids secondaires, donc hauts dans les arbres, mais il y en a encore dans les haies. J'ai retrouvé au mois d'octobre un nid qui faisait facilement plus d'1 mètre de hauteur dans une broussaille de ronces à Ponthierry au mois d'octobre. Hein. Et je peux vous dire qu'il y avait du monde dedans. Hein. Mais en général, c'est plutôt dans les arbres assez hauts. Le danger est éliminé pour les nids plus hauts, mais plusieurs nids tombés en 2018. On a eu des nids tombés à Ponthierry et à Torcy. Et en 2019, on a encore eu des nids qui sont tombés à Ponthierry. Et avec les coups de vent qu'on a, et si on a des tempêtes à répétition, il pourrait y avoir de plus en plus de nids tombés. Je dis ça, c'est important à savoir, parce que celui qui se dit « bon, moi je suis tranquille, j'ai le nid là-haut, mais il ne me gêne pas, je ne vois pas les frelons, ça ne me dérange pas ». Ça ne dérange pas jusqu'au moment où le nid va tomber, hein, parce qu'il peut tomber. Donc évidemment, quand le nid tombe, les frelons, quand vous vous approchez à 5 mètres, ils sont virulents, mais quand ils tombent, ils ne sont pas contents du tout. Hein. Donc il vaut mieux pas s'en approcher. Voilà, donc le nid secondaire, c'est définitif au nid secondaire, dans les arbres, à grande hauteur, très difficile à voir, mais on arrive à les voir. Des fois, on est obligé de demander des nacelles pour monter, pour arriver à les atteindre. À partir du moment où le nid secondaire est fait, là, la fondatrice, elle se consacre uniquement à la ponte. Elle pond, elle pond, elle pond. Hein, elle n'arrête pas de pondre. En fin de saison, septembre-octobre, le nid peut atteindre 1 mètre jusqu'à 80 cm de diamètre. Son diamètre augmente de 5 à 6 cm par semaine. Il peut contenir de 3 à 6 000 individus. C'est énorme. Voilà. C'est moins qu'une ruche. Hein. Une ruche, on est à 60 000 abeilles, là on est à 6 000 individus. Mais, bon. En fin août, début septembre, apparaissent les individus sexués. Donc les mâles
et les femelles que l'on appelle fondatrices, qui vont devenir des reines. Donc elles sont fécondées en septembre, et dès qu'elles sont fécondées, elles peuvent commencer à partir. Donc les nids qu'on retrouve, par exemple, fin septembre, il y a déjà peut-être la moitié des fondatrices qui sont parties, donc qui ont ensemencé le secteur. Celui-là, voilà. Donc le cycle, on est là au mois de février. Dès le 15 février, les mères fondatrices peuvent commencer à sortir. Donc on peut commencer à piéger. Tout le mois de mars, pratiquement, mars voire avril, il n'y aura pratiquement pas d'ouvrières. Donc tous les frelons que vous allez piéger, ce sont des mères fondatrices. D'où l'intérêt. Par contre, l'année dernière, il a fait, si vous vous souvenez, il a fait très froid au mois de février. On a eu un mois de janvier, c'était le printemps. Et le mois de février, on a eu de la neige même. Ça a fait très froid. Du coup, les mères fondatrices ont commencé à sortir au mois de janvier et elles sont rentrées vite fait au mois de février. Et elles sont ressorties plus tard. Et il y en a qui se sont fait déglinguer par le froid. Donc, on a eu une saison qui a été beaucoup plus tardive et les premières fondatrices dans les pièges, on les a vues au mois d'avril, pas avant. Hein? Et on a maintenu les pièges jusqu'au mois de mai, et c'est courant mai qu'on a commencé à voir des nids primaires avec des ouvrières. Donc, ça c'est le cycle théorique, donc mi-février jusqu'au début mai, donc on est avec le nid embryon. Hein, le tout petit nid blanc. Dès le mois de mai apparaissent les nids secondaires, alors là qui vont grossir, hein, jusqu'à la taille d'un ballon de basket en général, puis après ils vont migrer dans les arbres, donc juin, juillet, après au mois d'août c'est le vrai développement de la colonie, puis l'arrivée ici des individus sexués, et là on commence à parler de la reproduction. Mois d'octobre, c'est le départ progressif des fondatrices. Fin novembre, il n'y a pratiquement plus de fondatrices dans les nids. Tout le monde est parti, mais il y a encore des frelons dans les nids. Et il y a pas mal de gens qui nous disent « Ah, il y a un nid, puis il y a beaucoup de monde dedans. » Oui, il peut y avoir du monde. Ça peut être des frelons qui sont encore en train de naître parce qu'il y avait de la ponte. Ils sont presque déjà plus dangereux. Parce que ils n'ont pas d'avenir, ils sont mal nourris et ils vont se dégrader complètement jusqu'au mois de décembre. Mois de décembre, les nids qui restent, il n'y a plus rien dedans. Il peut simplement, parce que ça peut arriver, Darouzet d'ailleurs le cite, mais là aussi il dit on est sûr de rien, on observe. Il peut arriver que des mères fondatrices restent dans le nid pour tenter de passer l'hiver comme ça. C'est possible. Mais de toutes les façons, elles ne développeront pas leur colonie dans le nid. Donc au printemps, elles vont sortir de ce nid et aller créer un nid embryon ailleurs. Une mère fondatrice, ça peut vivre plusieurs années ou, enfin, Non, une année. Une année, d'accord. On renouvelle tout. Donc là, cette année, j'ai une treille bien orientée. Il restait quelques raisins. J'avais abrité des oiseaux et j'avais des frelons asiatiques qui venaient. Ah ouais. C'était au mois de novembre, donc c'était que des mères fondatrices? Non, pas du tout. Vous allez voir, alors, c'est typique au mois d'octobre-novembre. Vous avez le lierre, par exemple. Le lierre, la vigne vierge. Ça fait partie des dernières ressources florales à disposition des hyménoptères. Donc les abeilles, vous allez retrouver des abeilles en masse dans le lierre. Elles vont chercher du pollen, voilà. Comme les abeilles sont là, les frelons aussi. Donc les frelons, ils viennent, ils butinent le lierre et les abeilles. Et vous allez voir des murs de lierre envahis de frelons. Alors les gens s'affolent, ils nous appellent en disant « Il y a un nid de frelons, il y a plein de frelons. » Non, il y a plein de frelons, mais pas un nid. Et vous pouvez rentrer dans le lierre. C'est impressionnant parce que vous voyez des frelons partout. Ils ne s'occupent pas de vous. Ils ne vous toucheront pas. Ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas à leur nid. Si il y avait un nid, vous seriez tout de suite piqué.
C'est typique aussi dans les saules. Et ça, les saules, c'est toute l'année. Vous pouvez avoir énormément de frelons. J'ai été appelé plusieurs fois parce qu'il y avait beaucoup de frelons dans les saules. Ils viennent manger les pucerons qui sont dans le saule. Donc ils en raffolent, ils viennent les manger. Il y a plein de frelons, mais vous pouvez rentrer sous le sol. Il y a des frelons tout autour de vous, il n'y en a pas un qui vous agresse. Vous ne l'intéressez pas du tout. La seule chose, c'est de ne pas en prendre un sous le bras ou dans la main, ou voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de danger. Plusieurs fois, j'ai montré aux gens, j'étais appelé en urgence, mais c'était une catastrophe. Sur une route départementale, à côté d'un lycée. Alors, il y avait la DDE, pas la DDE, maintenant c'est le service du Conseil général qui s'occupe des routes, qui était en train de nettoyer le bas-côté qui séparait la route du lycée qui est juste derrière. Et tout d'un coup, ils ont été envahis de frelons asiatiques. Alors là, ils avaient peint en gros sur la route, attention, frelons asiatiques, danger, ils en avaient mis partout. J'arrive là-bas, je dis, oui, il y a beaucoup de frelons. Et vous voyez le nid? Non. Vous voyez, les frelons, ils vous attaquent? Non. S'ils ne vous attaquent pas, c'est que le nid n'est pas là. C'est tout, c'est pas la peine de chercher. Vous ne trouverez pas le nid, il est beaucoup plus loin. Voilà, ne faut pas s'inquiéter de la présence du frelon, il faut s'inquiéter du nid. Et par rapport au nid, ils peuvent aller circuler jusqu'à combien de distance? 2-3 km. Par rapport au nid. Par rapport au nid. Mais, alors, c'est extrêmement curieux parce que vous vous dites, il est parti par là, donc le nid, il est là-bas. Le nid, il est peut-être là. Parce qu'il va longer une lisière, il va longer un cours d'eau, il va longer un repère quelconque. Il a ses propres repères et jamais en ligne droite. Donc c'est très difficile à suivre. Voilà. Les Chinois, les petits Chinois, eux, ils ont l'habitude. Puis peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes anticorps que nous. Peut-être pour ça aussi que le coronavirus se développe là-bas, j'en sais rien. C'est une mauvaise plaisanterie, ça. Mais les petits Chinois, ils attrapent le frelon asiatique. Ils lui mettent un fil à la patte et un duvet au bout du fil. Comme ça, ils suivent le frelon, ils arrivent à repérer où est le nid. Et quand ils ont trouvé le nid, ils le déglinguent et ils mangent les larves. Eh bien oui, c'est de la protéine. Hein. Voilà, donc, alors les risques, les dangers, encore une fois, je le répète, isolé, le frelon n'est pas agressif. Virulent à 5 mètres du nid. Le dard, il fait 4 mm de long, mais il arrive, tellement il tape, il arrive à percer 6 mm. C'est-à-dire que nous, apiculteurs, on a des vareuses avec un masque, on est tranquille, c'est de la rigolade pour le frelon. Il peut nous piquer au travers de nos vareuses. Les abeilles ne nous piquent pas au travers, elles arrivent des fois, mais c'est en général pas méchant. Mais le frelon, lui, il peut piquer au travers de la vareuse. Et le plus dangereux, c'est que s'il n'arrive pas à vous atteindre, il projette le venin. Vous le prenez dans l'œil, c'est la cécité pour quelques jours. Hein. C'est extrêmement dangereux. C'est un animal... bon, il faut faire gaffe. Voilà, il peut projeter le venin. À l'origine de plusieurs morts tous les ans en France. On n'en fait pas la une des journaux, heureusement, mais il ne faut pas non plus dramatiser, mais il y a des morts tous les ans. Alors ça peut être aussi des gens qui sont fatigués, qui sont en mauvaise situation, qui ont mal réagi, etc. Voilà, bon, mais il y a quand même des morts tous les ans. Les personnes exposées, donc c'est surtout, vous avez compris, la période très dangereuse, c'est mai-juin. Parce que là, les frelons sont à côté de nous, quoi. Donc j'en ai vu dans les garages. Une personne qui rentrait sa voiture tous les jours, puis un jour il lève la tête, il y avait un gros nid de frelons au-dessus de la voiture. Les frelons étaient habitués à le voir rentrer, donc ils sont pas affolés tant qu'on ne s'occupe pas du nid. Mais dès l'instant qu'on commence à s'occuper du nid, alors là, ça déglingue. Hein. Voilà, donc il faut faire attention. Alors, très souvent, sur les marchés, on a eu des marchés qui ont fermé dans le Périgord, tellement il y avait de frelons, parce que sur un étal de marché, vous avez des fruits un peu mûrs, ça les intéresse beaucoup. Vous avez de la viande, ça les intéresse beaucoup. Vous avez du poisson, ça les intéresse.
Et vous comprenez, un poissonnier qui travaille au milieu des frelons, on peut lui dire c'est pas dangereux, ils sont là en train de butiner. Pour lui, c'est pas agréable et les clients, ils s'en vont. Hein. Donc il y a des marchés qui ont simplement fermé parce que tant que le frelon est là, on s'arrête. Activité apicole, alors grand prédateur d'abeilles, il provoque le stress, c'est ça pour nous le danger. Et l'abeille va rentrer au mois de septembre-octobre, outre le fait que la mer pond les abeilles pour l'hiver, les abeilles vont stocker du pollen. Elles vont sur le maïs, par exemple, vous voyez la période à laquelle il y a le maïs, il n'y a pas de nectar sur le maïs, mais il y a du pollen. Elles vont chercher du pollen de maïs et elles le stockent en masse. Si elles n'ont pas ces réserves-là pour l'hiver, elles ne passeront pas l'hiver. Le pollen, c'est le pain de l'abeille. Hein. Le frelon asiatique se développe essentiellement en zone urbaine, près des maisons. C'est presque toujours près des maisons. Alors, danger pour l'environnement, c'est ce que on a été amené à en parler. On s'en occupe, nous, pour les abeilles. Il n'a pas de prédateur. Il n'est pas connu. Il est invasif, nuisible. Il n'est pas connu. Donc, il n'a pas de prédateur. On espère que des prédateurs vont se déclarer. C'est la théorie du Muséum d'histoire naturelle. Il dit, si vous intervenez, ben, les prédateurs ne vont jamais se déclarer. Donc, laissez donc faire la nature, elle va s'en occuper toute seule. Il y aura eu du dégât. Est-ce qu'il a des prédateurs en Asie? Oui. Il y a notamment une mouche qui pond dans le frelon asiatique en Asie. Et quand la larve de la mouche se développe, le frelon, il explose. Donc, nuit à la présence du frelon. Mais on ne va pas importer la mouche. Hein. Parce que je crois qu'il faut qu'on arrête à jouer les apprentis sorciers. Là. C'est pas... Donc, il y a cette mouche, mais il y a d'autres prédateurs. Il y a des oiseaux. J'espère, petit à petit, cette année, on a vu beaucoup de pies aller dans les nids qui n'avaient pas été traités. Les nids qu'on a vus tardivement, ils n'ont pas été traités. Les pies vont dedans. Elles vont chercher les larves qui restent. Elles vont détruire tout ça. Peut-être que petit à petit, la pie va s'y intéresser. Bon, voilà. Les prédateurs, on ne les connaît pas aujourd'hui. Pour le moment, les prédateurs, c'est nous. Les attaques sur les abeilles sont signalées, mais sur les bourdons, tout le monde s'en fout. Le frelon crabeau dérouille aussi, parce que dans la lutte contre le frelon asiatique, on déglingue du frelon crabeau, inévitablement. Hein. Et le frelon crabeau, il a son rôle. C'est une grosse bête, il est inquiétant, sa piqûre est très douloureuse et tout, mais il a son rôle. Le frelon crabeau, il mange des moustiques. Et je ne vous ai pas parlé du moustique tigre qui arrive. Et avec le moustique tigre, c'est la dengue, la chikungunya, le Zika, etc. On est bien content d'avoir des crabeaux pour lutter contre les moustiques. Hein. Donc il faut essayer de protéger le crabeau, autant qu'on le peut. Alors, il faut détruire les nids, donc, parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Si on ne s'en occupe pas, on se fait envahir et déborder. Les désinsectiseurs ne jouent pas le jeu, sauf certains. Heureusement, parce que comme il y en a un dans la salle, il va m'engueuler si je ne le dis pas. Les désinsectiseurs ne jouent pas le jeu. Je peux vous dire, je vais vous le dire après. On utilise, donc nous, pour lutter contre les nids et pour détruire les nids, de la permétrine. La permétrine, c'est un pyrètre de synthèse. Donc c'est de la chimie, pas très fier d'utiliser ça, mais bon, on n'a pas le choix. On l'utilise en poudre ou liquide. Quand on l'utilise liquide, c'est pas du pyrètre de synthèse, c'est du pyrètre vraiment. Et il est plutôt moins dangereux. La permétrine, c'est pas un produit très sympathique, mais qui a un gros avantage. C'est que tant qu'il est à l'abri de la lumière, il reste efficace pendant 3 mois. Dès l'instant qu'il est exposé aux ultraviolets, il est détruit en une dizaine d'heures. Donc si on débordait du nid de frelon, en 10 heures, pratiquement, la permétrine est neutralisée. Voilà. La permétrine agit en principe uniquement sur les animaux à sang froid. Donc les oiseaux ne sont pas impactés, mais
des oiseaux qui vont aller manger des larves traitées à la permétrine, c'est quand même pas très bon pour eux. Pourquoi? J'en sais rien, mais le chat est très susceptible à la permétrine. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors la permétrine, pour l'envoyer, alors on n'utilise pas que de la permétrine, on utilise aussi de la tétramétrine ou de la non, il y en a un autre, deltamétrine. Voilà. Comme c'est de la poudre, on peut l'envoyer avec un compresseur dans une perche pour monter à 15-20 mètres. On rentre la perche dans le nid et on envoie de la permétrine en poudre avec un compresseur. Ou on travaille au paintball. Alors le paintball, dans le paintball, c'est de la tétramétrine, c'est pas de la permétrine. C'est un autre pyréthroïde de synthèse, donc mêmes effets, même travail. Un gros avantage, c'est que le chat, il s'en fout. La tétramétrine n'est pas nuisible au chat. Par contre, tous les pyréthroïdes de synthèse sont extrêmement dangereux pour le milieu aquatique. Donc quand on a un nid qui est au bord de l'eau, on est des fois très embêté. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Dans le paintball, en fait, au lieu d'envoyer des balles de peinture, à l'intérieur de la balle, on met de la tétramétrine. Donc on envoie ces balles dans le nid, quand elles traversent très facilement, je vous ai expliqué tout à l'heure, l'écorce est très friable, donc elles traversent sans problème l'écorce, mais quand elles tombent dans les plateaux, elles s'écrasent et la tétramétrine se diffuse dans le nid. Une dizaine de billes dans le nid est traité. En combien de temps les frelons meurent? Oh, c'est de la journée. Ah, quand même. Oui. Alors, normalement, on tire un nid au paintball, on devrait laisser le nid en place pendant 3-4 jours pour que les frelons qui sont en butinage reviennent, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure que les pyréthroïdes de synthèse à l'abri de la lumière durent 3 mois, tant que le nid n'est pas ouvert, les frelons rentrent, ils sont gavés de tétramétrine. Oui, mais s'ils voient leur compagnon mort sur le dos avec les pattes en l'air, ils ne vont pas se poser des questions. En général, ça marche bien. Voilà. Mais alors, là, j'ai masqué le nom du désinsectiseur. Je vous dis, les désinsectiseurs ne jouent pas le jeu. C'est ce qui nous a emmené à travailler là-dessus. Quand en 2015, on a vu apparaître les frelons, j'ai fait le tour d'un certain nombre de désinsectiseurs. J'aurais dit, est-ce que vous connaissez le frelon asiatique? On connaît notre métier. Je dis, bon, bah, tant mieux. Très bien. J'avais oublié de leur demander le prix qu'ils pratiquaient. Notamment, dans ma commune, j'avais été voir le service technique, je leur avais dit, bon, bah, il y a un désinsectiseur là à côté, on pourra lui demander d'intervenir. Et quand il y a eu le premier nid de frelons dans la commune, on me le signale, j'y vais, je vais voir, puis ce n'était pas le désinsectiseur en question. Je dis au directeur des services techniques, ben, pourquoi vous en avez appelé un autre? Il dit, ben, quand on a vu le prix, on a compris. Hein. Ils attaquent bien souvent les prix aux alentours de 300 € pour faire un nid. Qu'est-ce qui se passe? Un particulier qui a un nid dans son jardin. On lui dit, pour détruire ce nid, je vais vous prendre 300 €. Ben, le particulier en question, il va sur Internet, il regarde le frelon asiatique, puis il va découvrir que le nid de frelon, il va mourir au mois de décembre. Il dit, ben, je ne mets pas 300 € dans le commerce, j'attends que le nid meure tout seul, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. Il ne se rend pas compte que toutes les femelles fondatrices vont aller ensemencer partout. Ça, c'est un autre problème. Donc, il décourage, avec des prix comme ça, il décourage les gens d'intervenir. Donc nous, on intervient et on a fixé un plafond 150 €. On n'intervient pas au-dessus. Alors, dans certains cas, par exemple, quand les nids sont au-dessus de l'eau, ben, bien souvent, il faut une nacelle pour aller les chercher, parce qu'on ne peut pas se permettre de de prendre le risque de faire tomber de la permétrine ou de la tétramétrine dans l'eau. Ou quand il est trop haut, dans certains cas, dans les feuillages, le paintball, on n'arrive pas à l'atteindre. On arriverait à l'atteindre, mais bien souvent, il y a des branches entre nous et donc, voilà. Là, il s'agissait, ce devis-là, il s'agissait d'un nid tombé à Torcy. Commune de Torcy nous appelle. Il y a urgence, il y a un nid qui est tombé dans une résidence, il y a des enfants dans la résidence et les frelons sont là tout autour, c'est dangereux.
on y va tout de suite. Il y a un collègue qui est parti tout de suite à Torcy, il est arrivé, il a vu le nid tomber par terre, il avait sa tunique sur lui, il a arrosé de permétrine liquide, puisque là, il était à portée de main, il a ramassé tous les frelons, le nid, il a facturé 80 €. C'est notre tarif, quand un nid est à portée de main, on facture 80 €. La commune de Torcy a dit, mais c'est pas croyable, ils nous ont sorti le devis qu'ils avaient eu, 1800 € pour faire le même travail. Il y a des gens qui méritent des coups de prix. Et alors ça tombe bien parce que ce désinsectiseur-là, l'année dernière, il y a eu moins de frelons que l'année d'avant. Du coup, il y a des désinsectiseurs qui commençaient à se battre pour avoir les nids de frelons. Et lui, je l'ai vu, un gars qui m'a appelé, c'était du côté de Nemours, il m'appelle, je vais détruire le nid, et puis il me dit, vous savez, j'en ai contacté d'autres avant vous. Je dis, ah bon? Alors quels étaient les prix? Alors il y en avait un qui faisait moins cher que nous. Il m'a dit, mais il me paraissait pas sérieux, ça allait pas. Il a posé 2-3 questions, il savait pas, c'est pas la peine. Et puis, ce désinsectiseur-là. Et celui-là, il dit, 180 €. Vous voyez, de 1800, il était tombé à 180. Il dit, si vous trouvez moins cher, je m'aligne. Alors ça n'a pas plu du tout au particulier. Il a dit, moi je ne travaille pas comme ça, c'est pas sérieux. Voilà. Donc, on a vu facturer jusqu'à 3000 € l'enlèvement d'un nid de frelons. Donc, nous, on est intervenus et on a passé des conventions avec les communes pour pouvoir travailler. Je connais bien Guy Geoffroy, qui est le maire de Comble-la-Ville et qui est président de l'Union des maires. J'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, dans ta commune, on a fait 80% des nids qu'on a fait, c'est dans l'espace public. Il y en a 20% dans l'espace privé. Si tu prenais tout en charge au niveau de la commune, tout le monde va être d'accord pour travailler tous ensemble. Donc, si tu veux, on fait une convention et nous, on traitera tout ce qui va apparaître dans la commune avec un maximum d'intervention de 150 €. Banco, on a signé la première convention avec lui, on en a signé une cinquantaine d'autres derrière. Voilà, donc on travaille maintenant avec les communes et petit à petit, les communes acceptent de s'investir là-dedans et de prendre en charge la destruction des nids de frelons. Voilà, donc ça a progressé. Par contre, on a un certain nombre de désinsectiseurs, dont celui qui est dans la salle, avec qui on peut travailler parce qu'ils pratiquent des prix raisonnables et on est charté Frodon. Donc la Frodon, c'est la fédération qui s'occupe des organismes nuisibles, qui a mis un certain nombre de règles. Si on respecte ces règles, eh bien, on est charté Frodon. Et le groupement de défense sanitaire apicole est charté Frodon, et on a 6 désinsectiseurs maintenant sur la Seine-et-Marne qui sont chartés Frodon et qui pratiquent des prix ressemblant aux nôtres, donc on peut travailler ensemble. Voilà. Et quelles sont les formations d'un désinsectiseur? La première formation, c'est d'avoir l'autorisation du biocide dans l'environnement ou chez quelqu'un. Donc c'est un certificat biocide. Voilà. Il faut qu'on connaisse bien le type de produit qu'on utilise, qu'on soit capable de lire ce qu'on appelle une fiche de données de sécurité. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, il y a un empoisonnement avec votre produit, les pompiers peuvent nous tomber dessus tout de suite et nous dire « Est-ce que vous avez la fiche de données de sécurité du produit ?» Parce que sans ça, ils ne savent pas intervenir. Donc, il faut qu'on l'ait et qu'on la connaisse. Voilà. Comme un certificat. Oui, c'est pareil. Voilà. Où peut-on avoir les adresses de vos associations en dehors de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire pour les départements limitrophes, le Loiret? Je vais vous dire tout ça. Il y a la même chose. Je vais vous dire tout ça. Voilà, donc le piégeage constitue le moyen très efficace pour limiter l'expansion du frelon. Le piège est contre-productif en matière de biodiversité technique à utiliser de façon raisonnée. Il faut donc l'utiliser, il manque des virgules là-dedans, il faut l'utiliser de façon raisonnée. Hein? Donc je vous l'ai dit, la période de piégeage idéale, c'est de février à fin avril, en gros. Hein? Qu'est-ce qu'on met dans le piège? Ça vient. Voilà. Après c'est facile à comprendre. Vous prenez une mère fondatrice, c'est un nid en moins. Vous prenez un frelon sur 300, ça ne change pas la vie de la colonie. Et par contre, vous allez prendre des mouches, des papillons, des frelons crabreaux, des guêpes, etc. Tout insectes qui ont leur rôle dans l'environnement, donc il faut éviter.
Par contre, les apiculteurs, quand ils ont des ruches très attaquées, le piégeage à proximité des ruches est un moyen de soulager quand même la pression sur la ruche. Voilà. Mais strictement quand les ruches sont attaquées. Si les ruches ne sont pas attaquées, il ne faut pas mettre de piège. Si on les met, on attire les frelons sur les ruches. Et des ultrasons, des choses comme ça ne marche pas pour eux, non? Ils sont sensibles à rien. Je sais pas. Donc voilà, recherche des nids primaires. Le gros boulot, c'est quand vous avez une haie, par exemple. J'ai vu dans des haies de tuya. Tuya, c'est très serré. Je m'étais dit, moi, jamais il y aura un nid de frelons là-dedans, c'est trop serré. Mais à l'intérieur, c'est creux. Une haie, au mois de mai, vous commencez d'abord par l'observer. Et je crois qu'il faut recommander ça. Si vous voyez des entreprises d'espaces verts, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont été informés, s'ils savent faire ça. Il faut observer une haie avant, ça évite des accidents après. Le piégeage est à organiser près des bâtiments. C'est toujours là que se développent les nids de frelons. Les toitures, les murs, les hangars, les abris de jardin. L'été 2017, on a eu de la sécheresse tous les étés. Mais la fin de l'été, il n'y avait pas eu de tonte de gazon parce qu'il n'y avait plus d'herbe. Hein, il y a un gars qui m'a appelé, il a tout d'un coup voulu aller chercher sa tondeuse, je ne sais pas pourquoi. Il ouvre l'abri de jardin, paf! Le nid de frelons était juste derrière la porte. Il n'avait pas touché à l'abri de jardin pendant toute la saison, donc les frelons se sont développés tranquilles. Au moment où il a ouvert, il a pris 4 piqûres de frelons, il a très bien réagi, il a été tout de suite chez le pharmacien, il en a donné des antihistaminiques, et ça s'est calmé, il s'en est bien sorti. Voilà. Le piégeage est intéressant quand la mère fondatrice est seule, au-delà, il ne faut pas piéger. Hein? Voilà. Alors, le piégeage. Voilà. Une bouteille d'eau minérale. Voilà un excellent piège à frelons. Pas la peine de dépenser de l'argent. Vous allez recycler les vieilles bouteilles d'eau minérale. Ça fera plaisir à tout le monde. C'est du plastique qui est redevenu utile pendant un temps. Il suffit de creuser 2 trous. Vous voyez, un trou de chaque côté. Aux 2/3 de la hauteur, là il y a des trous tout autour, c'est pas la peine. 2 trous, ça suffit largement, il ne faut même pas en mettre de trop. Hein? Et dedans, vous allez mettre le liquide de piégeage. Le liquide de piégeage, c'est très simple. C'est 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière et 1/3 de sirop. Pourquoi justement ces ingrédients? Ça dessoule? Oui, alors il y a plusieurs raisons. Vous voyez, voilà. J'ai fait ma réserve. Là, je suis prêt à mettre un piège en place. J'ai pris une petite bouteille de vin blanc, je l'ai versée là-dedans, je la remplis de bière, je la verse là-dedans, je la remplis de sirop, je la verse là-dedans. Et ça me fait mon appât pour un petit moment. Parce que l'appât que vous mettez dans la bouteille, vous mettez de l'alcool et de la bière, ça va petit à petit s'évaporer. La bière a un gros avantage, c'est que vous n'aurez jamais une abeille dans le piège. Voilà. Ça chasse les abeilles. Mais par contre, le frelon, lui, il y vient. Il sent, et quand il est rentré dans la bouteille, comme c'est transparent partout, il cherche la lumière et il n'arrive pas à sortir. Et on les voit, ils tournent, ils n'arrivent pas à sortir. Alors, le piège, voilà, je prends ma bouteille, je prends mon appât, je vais vous en mettre partout, voilà, ça suffit. Ça suffit pour faire un piège, vous accrochez ça à cette hauteur-là sur la maison, et vous attendez. Si au bout de 8 jours, il n'y a rien, vous le videz, Vous le buvez. Non. et vous en remettez. Il ne faut pas vous décourager. L'année dernière, pendant tout le mois de mars, on a fait ça, on en remettait, et les premiers frelons sont apparus au mois d'avril. Et alors là, au mois d'avril, c'est arrivé en masse. Donc il ne faut pas se lasser.
Il faut le mettre en place, regarder de temps en temps, changer l'appât tous les 8 jours, vous faites ça tous les lundis ou tous les mardis, comme vous voulez, vous pouvez choisir. Il y en a même qui le font le mercredi. Voilà. En fait, Pas la peine de rincer la bouteille. Le frelon mort attire le frelon vivant. Donc si vous prenez une mère fondatrice, vous la laissez dans la bouteille. Vous enlevez le liquide, vous en remettez de l'autre, mais vous laissez la mère morte dedans. la mort est due à l'épuisement alors. Ah ben l'épuisement, oui, puis elle se noie petit à petit, elle tombe, elle se noie. Oui. Alors il y en a qui font des pièges que l'on appelle sélectifs. C'est-à-dire on va percer des petits trous pour que les mouches puissent sortir. Une mouche qui aura baigné pendant un moment dans la bouteille, de toutes les façons, elle arrivera peut-être à sortir par le petit trou, mais elle n'ira pas loin. Donc c'est pas la peine de se casser la tête. Malheureusement, ça fera du dégât, mais très peu. Vous verrez, jusqu'à fin avril, vous n'aurez presque pas de mouches, presque pas de papillons, vous n'aurez que du frelon. Et puis après, petit à petit, si vous le laissez en saison, alors là, la proportion s'inverse, il y a plein de mouches, plein de papillons qui rentrent dedans. Et là, c'est destructeur pour la biodiversité, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les pièges après. C'est pour la mère fondatrice. Excusez-moi, je pourrais juste annoncer pour l'atelier pratique. Oui, allez-y. Bonjour, bonjour, je voulais juste vous annoncer que la semaine prochaine, c'est samedi à 14h dans cette salle-là. Il y a un atelier pratique justement pour faire des pièges de frelons asiatiques, donc comme ça, c'est la bonne. Vous pouvez le mettre. Et donc il y aura notamment des bouteilles en plastique. Après on va en essayer d'autres, vu qu'il y a quelques apiculteurs qui vont venir, ils vont en proposer d'autres voilà, assez simples, et chacun pourra aller chez soi et repartir avec. Il faut juste ramener des bouteilles en plastique. Voilà, 14h samedi prochain. Merci. En tout cas, bravo pour cette initiative, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est un piégeage d'enfer en mars-avril, et après vous arrêtez. Hein ? Certains disent on peut piéger encore au mois de septembre-octobre parce que vous allez prendre des mères fondatrices. Oui, on va prendre des mères fondatrices, mais on va prendre plein de choses avec. Donc c'est un peu contre-productif en matière de biodiversité. Je ne suis pas partisan de ça. Est-ce que ça vaut le coup d'installer ça si on n'a pas de frelons? Ça ne sert à rien. Mais vous ne l'installez que quand vous n'avez pas de frelons. Mais vous avez... Ça, c'est pour les attirer, en fait. Oh, non, en ce moment, vous n'avez pas de frelons. Oui. Elles ne sont pas encore sorties. Donc, attendez les premiers jours de mars, vous allez mettre les pièges en place. Même si on n'en voit pas, je bien sûr. D'ailleurs, vous ne repérerez qu'il y a des frelons que quand vous en verrez dans le piège. J'ai eu un copain qui... moi, j'avais une ruche qui était très attaquée. Un copain qui avait des ruches à côté, je lui ai dit, t'as pas de frelons sur ta ruche? Non, je n'ai jamais vu de frelons. Et puis, une quinzaine de jours après, sa ruche, elle était morte. Les frelons sont rentrés dedans. Quand les frelons rentrent dedans, c'est foutu. Ils arrivent, au bout d'un moment, ils épuisent tellement la colonie que... Alors, quand vous avez... Ce que je vous décrivais tout à l'heure, un frelon qui est devant, ça tend, ça agace les abeilles, ça crée un stress. Mais quand vous avez 10 frelons devant une ruche, là, elle ne résiste pas. Hein. Voilà, le frelon cherche du sucre, de la protéine, utilisée en quantité égale, bière, vin blanc, sirop. Si vous mettez du sauterne, vous pouvez mettre un peu moins de sirop parce que le sauterne, c'est très sucré. Alors, voilà, que faire en cas de suspicion? Vous avez en Île-de-France, il y a une fédération des groupements de défense sanitaire apicoles, donc qui s'appelle la Frosaif. Vous trouverez sur internet la Frosaif, et ils vous donnent l'adresse des désinsectiseurs qui sont recensés et qui interviennent de façon correcte. Voilà, il y a donc un réseau de référents et des désinsectiseurs. En Seine-et-Marne, donc c'est le GDSA qui anime le réseau. Hein. À ce jour, on a 16 référents qui ont été formés en Seine-et-Marne, parmi les apiculteurs, dont une dizaine ont passé le certificat biocide et sont donc capables d'intervenir directement sur les nids. En cas de doute, si vous connaissez un apiculteur dans le coin, vous pouvez lui en parler. Lui, il va savoir vous orienter. Hein.
donc. Voilà. Je peux vous dire que quand vous êtes là-dedans, vous avez chaud, parce qu'en général c'est l'été, c'est bien. Mais vous voyez qu'on a ici un plexi carrément. Ah oui. Ben oui, parce qu'il peut jeter le venin de frelon, ça va être sur le... Il y a des copains, c'est pour vous ça, hein? C'est pour mettre Voilà, vous allez le mettre. Il peut projeter du venin, ça ira. On a des copains qui s'amusent, ils se mettent une caméra sur l'épaule et puis ils filment. Au bout d'un moment, la caméra, elle devient trouble parce qu'il y a du venin dessus. Les frelons, ils ont envoyé du venin dessus. Donc, les maires n'ont aucune obligation d'intervenir ou de s'occuper de ça. C'est la bonne volonté du maire ou son appréhension du risque local. Hein. Le référent départemental doit être informé pour permettre le suivi et l'évolution des populations. Donc ça, on s'organise entre nous et avec les désinsectiseurs. On est équipé et formé en biocides. On travaille avec les désinsectiseurs, les pompiers, qui nous renvoient beaucoup d'interventions. Attention au prix. Et le déroulement, en principe, un nid qui est traité doit être enlevé. Je dis en principe parce qu'il y a des cas où on ne peut pas. Notamment quand, par exemple, le nid est au-dessus de l'eau. Salut Stéphane. Quand le nid est au-dessus de l'eau, parce que s'il tombe, il tombe dans l'eau, et là, c'est de la permétrine dans l'eau, donc on ne peut pas l'enlever. Mais en général, il faut l'enlever parce que autrement, les oiseaux viennent manger des larves qui sont baignées dans le... Voilà. Donc, à hauteur d'homme, on travaille au pulvérisateur, à main, on a des petits pulvérisateurs, on rentre directement dans le nid. À hauteur 10-15 mètres, perche ou paintball. Voilà, au-dessus de 15 mètres, et des fois, nacelle. Ça coûte cher de faire venir une nacelle, oui, oui. Alors en général, on essaye de s'arranger avec les mairies. Moi, j'étais maire de Vers-Saint-Denis avant, on avait un contrat avec un électricien qui s'appelle la Sobeca, qui entretenait tout l'éclairage urbain dans la commune. On avait un accord avec lui, quand on avait besoin de nacelle, une fois par mois, il nous prêtait une nacelle avec un conducteur de nacelle pour aller faire des travaux en hauteur. Ça m'est arrivé d'aller avec eux chercher un nid de frelons. Produit utilisé, la permétrine. Vous voyez la dimension du nid. Il y a un musée des nids, non? Vous gardez des... Oui, on a un collègue qui a fait un travail extraordinaire, c'est Éric Legrand, j'aurais presque pu lui demander de venir ce soir. Il a fait un nid qu'il a complètement traité, parce que ça pourrit, ça sent aussi mauvais qu'une charogne. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Donc lui, il l'a traité, il l'a d'abord passé au congèle pour tuer tout ce qu'il y avait dedans, et puis après, il l'a traité complètement. Donc il l'a mis dans une cage, on voit le nid, et avec tous les étages du nid, c'est très bien fait. Le danger de l'intervention, traiter le nid afin de tuer la colonie, enlever le nid après traitement. Voilà. Ne pas prendre de risques en intervenant sans savoir et sans équipement. C'est surtout la tunique, c'est l'essentiel. Hein. Si vous n'êtes pas protégé, ne vous approchez pas d'un nid, à aucun prix. Hein. C'est trop dangereux. Quoi. Voilà. Les nids, maintenant, on en a partout. Bon, voilà, je ne vais pas vous raconter ça. Voilà, je voulais vous montrer cette image-là, parce que c'est un modèle, ça. Je vous dirai après qui a fait cette photo. Vous voyez un gars qui monte à une échelle, visiblement assez haute, hein, pour aller chercher un méchant nid de frelons qui se trouve ici. Il n'est pas gros, avec une épuisette et un voile d'apiculteur sur la tête. Imaginez qu'un frelon sorte de là, le pique, il tombe de l'échelle à tous les coups, et il est en rien protégé. Il est les bras nus, enfin bref. Ça s'est vraiment passé ou c'est un montage, ça? Ah non, c'est pas un montage. Ah, ça s'est vraiment passé. Oui. C'est un employé de la commune, ça? Non, c'est le Muséum d'histoire naturelle. C'est le muséum. Bon, faut pas prendre de risque avec cet animal-là, quoi. Hein, faut vraiment, voilà. Faut être convaincu que éradiquer le frelon asiatique, c'est hors de portée. C'est fini. Il est là, il fera partie de notre biodiversité. Il faut s'habituer à lui, il
faut essayer de le limiter, de le cantonner le plus possible, mais il est là, c'est fini. Si des prédateurs se déclarent, petit à petit, ça fera une pression sur son développement. Hein. Et forcément, il y a des prédateurs qui se déclareront. Donc, l'information, c'est essentiel, c'est ce que je fais ce soir. Nous, c'est intéressant pour nous d'expliquer et de prévenir les gens. Prévenir d'abord parce qu'il y a des risques, puis ensuite que vous-même, vous puissiez informer, puissiez contrôler finalement le développement du frelon asiatique. Voilà. Il y a d'autres produits qu'on peut utiliser, le SO2, mais on ne peut utiliser le SO2 que sur accord préfectoral. Or, les préfets ont autorisé dans le Périgord pendant 1 année l'utilisation du SO2, ça a été efficace, mais le SO2 est dangereux pour l'applicateur. Et la préfecture a peur de donner des accords parce qu'elle a peur qu'on s'abîme avec ça. La perche chauffante, c'est une recherche. C'est-à-dire le frelon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il meurt à 40 degrés. Si on fait monter la température dans le nid, voilà. Donc il y a une recherche en ce moment d'une perche chauffante, mais ça fait 5 ans qu'ils sont en train de la chercher. Je ne sais pas s'ils vont la trouver. Des drones. Alors les drones, c'est pareil, mais ils mettent le drone avec une cartouche d'air comprimé et ils envoient de la permétrine. Donc il faut que le drone s'approche quand même du nid. Il a une canne qui fait à peu près 5-6 mètres de longueur. Il faut qu'il rentre la perche dans le nid. Il ne faut pas que les pales du drone se prennent dans les branches. Donc c'est difficile. Par contre, on est en train de travailler sur un drone sur lequel on monte un fusil paintball. Et là, le drone pourrait venir se disposer à l'endroit le plus visible et le plus près pour que le fusil paintball puisse taper direct dans le nid. Un prototype a été réalisé, ça marche, il faudrait qu'on arrive à le développer. Voilà, une charte des désinsectiseurs, donc nous on l'a signée, et on est en train de conventionner progressivement avec le département, l'Agence régionale des espaces verts et les communes pour pouvoir travailler ensemble. Ça se fait dans toutes les régions de France, c'est ce que vous faites là, les conventions, vous êtes des précurseurs. On est un peu précurseurs, il y a 3 ou 4 départements où les GDSA ont pris les choses en main, comme nous, pour maîtriser un peu le développement du frelon. Il y a d'autres départements où ils ont passé des conventions avec des désinsectiseurs, ils ont essayé de maîtriser, mais bien souvent ils se font déborder. Où ils ont dit que le frelon fasse ce qu'il veut. Voilà. Alors, GDSA. Groupement de défense sanitaire des abeilles. Donc on s'occupe de toutes les problématiques de santé des abeilles. Donc notamment, on diffuse des médicaments. On a un parasite qui s'appelle le varroa, un petit arachnide qui se colle sur le dos de l'abeille et qui suce les molymphes. Donc il affaiblit l'abeille et il se reproduit, cet individu-là, au même endroit que l'abeille, ce qui fait qu'il est inscrit dans le cycle de la ruche et c'est très difficile de s'en séparer. Donc on est obligé de traiter. Et puis voilà, on se méfie. Alors on est amené à s'occuper du frelon asiatique parce que là, la santé de l'abeille, elle est directement impactée. Vous avez 2 autres menaces importantes en ce moment. C'est la chenille processionnaire. Alors, il y a des désinsectiseurs qui savent faire et qui font ça avec des prix également modérés. Ne laissez pas croître, si vous voyez une poupée, c'est-à-dire un nid dans un sapin, c'est très souvent les sapins, mais des fois les chênes. Si vous voyez apparaître une poupée, il faut intervenir tout de suite. Tout de suite. Sinon, ça va se développer. Après, vous avez des arbres de Noël. Il y a partout. Et le moustique tigre est en Seine-et-Marne. Il est là. Donc, le seul problème, c'est que quelqu'un revienne. On est en train de se méfier du coronavirus, mais on ne se méfie pas. Quelqu'un qui revient de la Réunion et qui est porteur de la dengue, il est piqué par le moustique tigre. Le moustique qui l'a piqué devient vecteur à vie de la dengue. Donc il peut aller piquer d'autres personnes et communiquer la dengue. La dengue, la chikungunya et le Zika, c'est quand même des maladies qui sont suffisamment redoutables pour qu'on fasse attention. Malheureusement,
j'ai discuté de ça avec l'Agence régionale de santé. Ils ont prévu qu'au cas où un signalement de dengue, de chikungunya ou de Zika arrive en France, eh ben, ils vont nettoyer tout le secteur à la deltamétrine. Oui, c'est ça. Ben oui, alors, les abeilles, on s'en fout, on nettoie tout, hein. Il n'y a plus d'insectes à la ronde. Donc, il faut essayer de faire en sorte que le moustique ne se développe pas. Et ça, c'est de notre responsabilité à nous tous. C'est-à-dire, si vous laissez des soucoupes sous les plantes avec de l'eau stagnante, vous allez avoir des moustiques dedans. C'est des pneus. Il n'y a pas un pneu dans lequel vous ne trouvez pas une mare de flotte. Il y a toujours de l'eau dans les pneus. Et c'est impossible à enlever. Les moustiques, c'est un rêve pour eux. Voilà. Donc, faites attention, ne laissez pas les moustiques se développer. Et est-ce que le frelon asiatique est un prédateur du moustique? Vous avez dit le frelon européen? Le frelon européen, oui, je ne crois pas. Je crois que j'ai pas de vraie réponse là-dessus, mais je ne crois pas que le frelon asiatique s'y attaque. Il est plus spécialisé sur les abeilles, en fait, par opportunisme, oui. ce que j'ai cru comprendre. Ouais. C'est facile pour lui d'aller devant une ruche, et puis c'est comme un supermarché, un hypermarché. Il est sûr d'avoir à manger. Le moustique, déjà, il est dans des zones plus diffuses, plus petits, plus difficiles à attraper qu'un insecte qui sort d'un endroit déterminé. Et le frelon européen, en fait, il chasse beaucoup en vol. Même les abeilles, tu le vois, c'est au-dessus des ruches qu'il va les attraper, mais en vol. Et c'est plus compliqué à faire, attraper un insecte en vol qu'un insecte qui est en train de rentrer ou de sortir de la ruche. C'est la petite vitesse. Voilà, si vous avez des questions. J'ai répondu. À l'intérieur du nid, il y a des castes, non? Vous savez, parce que vous dites qu'il y a des étages. C'est des plateaux. Ouais, mais ils sont tous... tous ces frelons qui sont dedans ont le même niveau social, on va dire. Ah oui. Les castes, c'est la mère, l'ouvrière et le mâle. Ah d'accord. Voilà. Et alors, en été, à partir du mois d'août, la mère est toujours la mère, elle continue à pondre, mais les mères fondatrices, alors c'est aussi une des choses, par exemple, il y en a qui ont détruit des nids de frelons en tirant de la chevrotine dedans. Ah ben oui. Ça démolit le nid. Mais la colonie, elle s'en va. Et elle va se remettre ailleurs, et elle refait un nid, et ça recommence. Voir des mères fondatrices qui sont libérées fin août, peuvent très bien fonder une nouvelle colonie tout de suite. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Et on lance flamme. Écoutez, au mois d'août l'année dernière, si vous aviez le courage de transformer la Seine-et-Marne en Australie... Je plaisante. Non mais attendez, vous plaisantez, mais il y en a qui y pensent et qui veulent foutre le feu au nid. Mais quand on voit l'état de sécheresse dans lequel on a notre nature, c'est pas le moment de répandre des feux. Hein. Ouais. Parce que le développement s'est fait plus tardivement. C'est-à-dire, on a eu un mois de janvier, c'était le printemps. Le mois de février, c'était l'hiver. Ils sont sortis au mois de janvier, ils se sont fait casser les reins en février, et donc ils sont sortis beaucoup plus tard. On a vu les premiers frelons dans les pièges, pratiquement c'était au mois d'avril. Donc beaucoup plus tard. Ils se sont rattrapés dans leur stade de développement, mais donc il y en a eu moins. Et est-ce que vous pourriez faire au niveau des mairies, je ne sais pas, de la Seine-et-Marne, envoyer de la documentation? C'est fait. Ah, ça y est? Oui. Vous l'avez eu? Ça me dit rien, mais il faut que je les garde. Ça a été envoyé? Ça a été envoyé par l'Union des maires, dans le journal de l'Union des maires. Il faudrait peut-être que je les rappelle pour qu'ils en remettent une louche en ce moment. Ouais. Et ça, c'est pour l'Île-de-France. Pour la Seine-et-Marne. Pour la petite région qui est à côté, là, le Loiret. Bah oui, on visite limitrophe, on n'est pas bien loin, mais il y a quelque chose qui est fait dans ce... Alors, moi je vous dis les choses comme je les pense. Nous sommes groupement de défense sanitaire des abeilles de Seine-et-Marne. On se met à faire un travail de désinsectiseur. Ce n'est pas notre métier. Et pourtant on le fait. Je ne veux pas qu'on se fasse corriger par des désinsectiseurs qui nous disent vous allez au-delà. 1. Notre zone de compétence, c'est la Seine-et-Marne. 2. On refuse d'intervenir sur un nid de guêpe ou un nid de frelon européen. Ce n'est pas notre métier. Voyez un désinsectiseur si vous voulez. Nous, frelons asiatiques en Seine-et-Marne. Point. Par contre... Il y a la même chose dans le Loiret.
Non. Je veux savoir. Non. Mais par contre, si vous nous interrogez, on peut contacter le GDSA du Loiret qui, lui, doit être au courant de qui fait quoi dans le Loiret. D'accord. Merci. Merci.